Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette capsule-là, on va parler en fait de l'exercice dans le cadre du TP2. Donc c'est un exercice qui est en lien avec la théorie qu'on a vue là, sur le traitement et les analyses de séries temporelles. Donc on va voir un peu le traitement dans l'exercice, l'analyse exploratoire, puis pour finir avec la modélisation prédictive, là, donc le forecasting de nos séries temporelles. Cet exercice-là, puis le TP2, on va le faire dans Python. Euh, donc, si jamais vous n'avez pas installé Jupyter Notebook ou Jupyter Lab avec la suite Anaconda, mais je vous recommande de le faire. Donc, vous allez sur anaconda.org, download Anaconda. Vous avez ici Anaconda Individual Edition, donc c'est là qui est gratuit. Ça, vous allez probablement downloader Windows. Donc, pour 904 bits. Ou sur Mac, là, je sais pas c'est quoi vos ordi, là, mais vous pouvez installer la suite Anaconda. Puis en fait, une fois que c'est installé, vous ouvrez Anaconda Navigator. Puis après, vous allez avoir vos Anaconda Navigator. Puis ça ressemble à ça en fait. Vous avez vos différents environnements. Vous pouvez gérer vos packages. Puis vous avez Jupyter Notebook ou Jupyter Lab. Moi, j'utilise Jupyter Lab. Mais l'exercice que je vous l'ai donné, c'est un IPython Notebook. Donc ça va s'ouvrir dans Jupyter ou Jupyter Lab. Donc, une fois que tout ça est installé, avant même d'ouvrir votre Python Notebook, vous allez devoir installer les différents packages qui vont être nécessaires à l'exercice. Euh, je suis pas mal sûr que c'est fait. Là, Panda puis NumPy, Matplotlib, c'est des logiciels assez classiques là, qui sont déjà installés, je crois. S'ils ne le sont pas pour une raison, vous pouvez l'installer. Vous allez besoin de DateTime aussi, qui est assez classique. Les deux là, que ça se peut qu'ils ne soient pas, c'est StatsModel. On va utiliser pour les graphiques d'ACF puis de PACF, puis les Arima puis les Sarima. Puis le dernier qu'on va utiliser, c'est PMD Arima. Puis ce package-là, il va être super important pour quand on va faire nos autofits. Donc vous allez voir plus bas dans l'exercice, là, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qu'un autofit. Donc, première étape, installer Anaconda si c'est pas fait, faites rouler Jupyter, ouvrez le IPython Notebook, puis que j'ai mis sur Moodle, puis faites rouler cette cellule-là. Si vous avez des messages d'erreur concernant des packages qui ils sont pas installés, donc allez les installer dans Navigator. Il y a de la documentation sur Anaconda, how to install a package, Anaconda, allez fouiller un peu. Puis si après une heure là, ça marche pas, ben là, vous pouvez m'envoyer un courriel puis on va regarder ça ensemble. Là. Mais essayez de fouiller un peu là, puis de vous accommoder un peu avec Anaconda parce que c'est vraiment une belle plateforme de data science. Là. Puis si vous avez RStudio aussi, de déjà installer avec ça, puis vous allez pouvoir, si vous allez plus loin, vous allez pouvoir gérer différents environnements sur différents projets. Puis ça va devenir super important là, pour quand vous allez utiliser différents packages. Là. Moi, j'ai 5-6 environnements que je roule, dépendamment des projets. Chaque projet va avoir des packages précis. Des fois, ils viennent bugger avec d'autres. Donc, les environnements, c'est vraiment une belle façon de travailler proprement avec Anaconda. Fait que ça, c'est votre première étape avant même de commencer l'exercice. Puis une fois que vous avez fait rouler cette cellule-là, tout va bien, on peut commencer. Donc, c'est un exercice qui va sur le traitement et l'analyse de séries temporelles. Donc, on va commencer par lire un CSV. Je vous ai mis, ça c'est mon path file de mon ordi, mais vous pouvez l'installer puis aller chercher votre bon path file. Puis j'ai mis ce CSV-là sur Moodle, qui est dans le fond les données aux 15 minutes de la station météo de la Serpentine au Mont-Albert pour l'hiver passé jusqu'en mars. Euh, donc, bon, vous avez votre file path. Puis vous pouvez dire
le read CSV du package Panda, puis il va tout de suite vous créer un data frame Panda. Donc ici, mon séparateur, puis mon header, j'y spécifie que c'est ma première ligne. Donc il prend ma première ligne, puis il va prendre les noms des colonnes. Donc voilà, c'est fait. Donc j'ai mon data frame. Puis ici, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va utiliser datetime. On va comme le matcher ensemble, créer un objet datetime, donc il va reconnaître notre format. Puis ensuite, on va le mettre en index ici. Donc au lieu d'avoir un index numérique, on va avoir un index de datetime. Donc si je spécifie le format dans lequel mon datetime va rentrer, donc si on regarde ma date, elle est délimitée par des tirets. Puis, mais des fois, c'est aussi des barres obliques. Donc, regardez c'est quoi le format. Si par exemple, Obo, vous le faites avec Obo, ben, il va falloir changer le format. Là. Je pense pas que ça soit exactement pareil. Si ça l'est, tant mieux. Là. Donc, s'assurer que vous avez le bon format avec les codes de string pour le temps. Puis, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va dire PD to datetime. Donc, on va créer une nouvelle colonne dans notre data frame qui va s'appeler datetime. On va utiliser la fonction toDateTime pour lui dire prends telle colonne, puis le string qu'on va assembler, ça va être un datetime. Donc on lui dit prends la colonne date, ajoute un espace. Donc on vient coller différents strings ensemble. C'est juste que là on va le faire il va le faire pour toutes les. Il va prendre 3 colonnes et il va le faire pour chacune des rangées. Puis on va y coller le temps. Donc la colonne time et date, on les colle ensemble, puis on va mettre un espace entre les deux. Sinon, il va coller le 3 puis le 1 ensemble. C'est pas ça qu'on veut. Puis on va lui dire le format dans lequel on va t'amener le string pour créer ton datetime. Ça va être celui-là, donc c'est lui ici qu'on a. Donc, cette ligne de code-là va nous faire un nouveau datetime. Puis, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que notre colonne datetime, dans notre nouvelle PD, on va prendre la fonction datetime_index pour setter mon index dans mon data frame. Donc là, je vais avoir mon data frame, puis mon index, ça va être mon datetime avec ma date et mon temps. Donc là, chacune de mes rangées de mon data frame est indexée dans le temps. Je vais juste resetter mon kernel, comme ça va clairer, mais output ne sera pas bien long. Donc j'ai resetté mon kernel. Puis là, je vais juste. En fait, je voulais éclairer mes outputs pour qu'on les fasse ensemble. Donc là, je viens de créer mon index datetime. Là, je vais commencer à pouvoir aller interroger mon data frame pour justement traiter mes données. Donc, je vais prendre un exemple de SnowDep parce que je le sais que celle-là, il faut que je la. Je sais que celle-là, il faut que je la traite. Là. C'est un sensor qui nous fait souvent des erreurs. Ce que je vais faire, je vais commencer. Je vais juste visuellement faire un graphique de mon dataset. Puis là, on voit que, bon, là, on a les dates ici. Là, le graphique est un peu shrinké, là, mais si, mettons, je voudrais l'agrandir, là, je pourrais spécifier avant la grosseur de la figure. Là. Bon, je vous montrerai ça plus tard. Là, là on voit, c'est ça qu'on a notre série d'épaisseur de neige, en fait, là, qui augmente. Bon, là, on a un pic là, à Noël. Et ça augmente en janvier, février, puis en mars, jusqu'à 1 mètre, à peu près, 100 cm. On a des pics comme ça là, qui vont à 3,50 m. Puis ça, c'est. Ici, je vous ai mis du texte. Là. On marque qu'il y a des valeurs extrêmes qui représentent la hauteur du sensor sur le terrain. Il affiche la hauteur là, de tempête de neige. Donc, quand il y a de la neige, on voit, c'est souvent quand il y a des pics de montée. Là, c'est qu'il y a comme trop de cristaux de neige qui tombent en dessous du sensor parce qu'il neige. Donc, lui, quand il envoie son ultrason, il bug. Puis, il nous donne la hauteur qui est sur le terrain. Donc moi, ce que je veux filtrer ces données-là. Donc je veux les enlever, puis ensuite les remplacer par des bonnes valeurs. Donc ce que je vais faire, ma première ligne ici, c'est que je vais filtrer ma colonne SnowDep dans mon data frame ici. Puis je vais demander, OK, dans ma colonne,
pour les valeurs qui sont au-dessus de 250, remplace-moi none. Donc, rien. Puis ensuite, les valeurs comme ici. En fait, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le graphique comme comparaison. On fait rouler ça. On voit que, je sais pas si vous voyez bien, il y a des trous en fait. Donc j'ai des NA. Puis moi ce que je veux en fait, c'est que je veux connecter en fait ces valeurs-là. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dernière valeur qui n'était pas un NA, puis je vais la propager vers l'avant. C'est une technique qu'on appelle, j'aurais pu faire une interpolation, mais moi, ce que je voulais faire, en fait, c'est que je voulais toujours que ça soit plat, puis après ça, ça augmente. J'aurais pu faire une interpolation aussi linéaire, ça aurait pu fonctionner. Donc, ce que je fais, c'est ensuite, je vais remplir ces NA values par une méthode qu'on appelle forward fill. Donc, je prends la dernière valeur qui n'était pas une NA. Quand j'arrive à ma NA, je regarde c'est quoi la dernière valeur qui était numérique, puis je vais propager cette valeur-là. Donc, forward fill. Puis je vais refaire mon graphique. Donc là, on voit que il n'y a plus de trous en fait. Les trous ont été remplis par la dernière valeur numérique quand j'ai rencontré mon NA. Donc là, j'ai comme traité un peu mon épaisseur de neige, mais je pourrais regarder mes autres données visuellement, voir s'il y a des erreurs. Ou je pourrais voir si j'ai des interruptions aussi. Donc, est-ce que j'ai des trous de données entre mon temps? Donc, les traitements, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais visuellement, c'est vraiment un bon départ. Visuellement, mettre les valeurs, mettre la variable en graphique, puis regarder en fait là, à quoi ressemble, s'il y a des trucs qu'on trouve weird, s'il y a des trous dedans. Puis, euh, quand on met un index datetime dans notre data frame, ben, ça nous permet de l'avoir en XDX. Si je l'avais pas mis, j'aurais j'aurais eu un index numérique. J'aurais eu de 0 à 10 000. Mais 10 000, je peux pas dire dans le temps, essayer de trouver, j'ai une erreur en février. Avec l'index numérique, on ne trouvera pas. Donc ensuite, je vais montrer un autre traitement de rééchantillonnage. Puis, on veut rééchantillonner nos données de 15 minutes vers les données aux 6 heures. Puis, l'opération se fait vraiment facilement avec Panda. Puis, on va appliquer une moyenne à l'ensemble des colonnes de notre data frame. Est-ce une bonne idée? Donc, là, pour chacune des colonnes, il va prendre la donnée du premier 15 minutes jusqu'à 6 heures. Toutes ces données-là, il va faire une moyenne puis il va regarder une valeur. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée de faire la moyenne aux 15 minutes de la température de l'air? Ça pourrait. Est-ce que c'est bon de le faire avec l'épaisseur de neige? T'sais, si on se dit, il prend toute la valeur ici, puis il fait une moyenne, ça pourrait se faire. Si, mettons, c'est moins bon pour les niveaux, en fait. Si, mettons, j'ai précipitation totale, s'il fait la moyenne, c'est moins bon. Je pourrais juste prendre le sample à la place. Donc, juste aller chercher la valeur de l'heure. Vu que c'est des niveaux, en fait. Donc, si le niveau, mettons, du pluvio fait juste augmenter, ben, il y aurait peut-être moins d'erreurs. Puis, si je fais une moyenne aussi pour la valeur maximale du vent, ben, c'est poche. Il faudrait que je prenne la max. T'sais. Donc, on va le faire, là, mais idéalement, il faudrait que je dise, OK, il faudrait que je spécifie la colonne ou les colonnes pour lesquelles je vais faire une moyenne. Je préfère AirTemp, le SWI, le SWR, puis les autres, je vais leur faire des max, mettons. Fait on aurait comme on s'en finirait avec 2-3 data frames peut-être, à moins qu'il y ait une façon de coder ça en une affaire, mais je suis pas sûr. On pourrait coder 2-3 data frames, puis après ça, juste les stacker ensemble. Puis ensuite,
on va voir pourquoi, je veux rééchantillonner mes données aux 6 heures. On va le voir plus tard plus bas là, dans mes ACF. Donc, mon but en fait, euh, c'est de faire de l'analyse exploratoire. Donc, je vais faire mes ACF, je vais voir c'est quoi la corrélation que j'ai, si j'ai des tendances, j'ai une saisonnalité. Puis, ensuite, ce que je veux faire, c'est que je veux faire de la prédiction, je veux faire du forecast. Donc, pour faire du forecast, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut entraîner des modèles sur les données du passé pour prédire des valeurs futures. C'est ce qu'on appelle des prédictions qui sont appelées out of sample prediction. Donc, je, je vais entraîner mon modèle sur des données, puis après ça, je vais prédire à l'extérieur de mon échantillon. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on a fait avec l'interpolation, qu'on prédisait à l'intérieur de notre échantillon. Là, on prédit à l'extérieur. Donc, quand on prédit à l'extérieur, c'est un peu plus difficile, je peux dire, par les modèles. Donc, on va accepter des meilleurs taux, des taux d'erreur. Puis, pour savoir si ces prédictions-là sont bonnes, on va diviser notre data frame en deux. Donc là, je vais juste faire rouler des codes. Là, je fais rouler mon data frame aux heures, aux 6 heures en fait, 6H. Puis, ça en fait, j'ai fait rouler, je pense pas que je l'avais dit en fait, c'est un type de cellule qu'on appelle Markdown. Donc ça nous permet de faire du texte, puis de faire des titres pour que visuellement notre notebook soit plus agréable à lire. Donc on revient un peu à nos affaires. On fait du out of sample prediction, puis là pour savoir si mes prédictions sont bonnes, je veux les valider avec quelque chose. Donc je vais diviser mon data frame en deux pour avoir une portion qui va permettre de valider mes prédictions. Donc cette méthode est appelée la validation croisée ou cross-validation. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mes index. Donc je sais que je pars de décembre jusqu'au 8 mars, ma série temporelle au complet. Donc je vais dire, ok, je vais entraîner jusqu'au 1er mars, puis du 1er au 8 mars, je vais essayer de prédire. Donc BD test ça va être ma, ma BD, ma data frame d'entraînement, ma base de données. Donc je pars de ma BD complète, puis je vais dire, prends-moi les données du départ. Donc le 2 points, quand on le met devant notre premier index, ça veut dire part du début jusqu'à 1er mars à midi. Puis après ça, pour le reste, mais je pars du 1er mars à midi jusqu'à la fin. Donc mon 2 points, je le mets à la fin. Puis après, j'ai une base de données test, puis j'ai une base de données de validation. Puis ici, ce que je vais faire, je vais spécifier la fréquence en fait. Donc le lag. C'est quoi la différence temporelle entre mes deux données. Je vais utiliser la fonction inferFrec de Panda pour lui dire comme fait la soustraction entre deux données. C'est quoi, c'est 6 heures? Bon, ben c'est celle-là, ma fréquence. Au lieu de moi y spécifier manuellement, j'ai dit, bon, ben trouve-la, puis prends cette valeur-là comme fréquence. C'est juste pour aller plus loin dans les analyses, là, il va utiliser la fréquence, donc on est mieux d'y spécifier tout de suite. Donc, température de l'air. C'est la première variable qu'on va tester. Puis, on va toujours commencer par l'inspection visuelle. C'est l'analyse la plus efficace. Donc, là, ici, je vais faire un graphique. Puis, tantôt, on avait un graphique petit. Donc, ici, je fais juste fig size 15 à 6 pour spécifier un range numérique pour la grosseur. Genre, j'ai un graphique beaucoup plus gros. Donc là, c'est ça, j'ai mon index de temps ici. Puis j'ai ma série temporelle. Il y a une légère tendance au début, mais après ça, c'est assez stable. Donc on n'a pas vraiment de tendance, puis on n'a pas vraiment non plus de pattern, une saisonnalité ou une périodicité journalière, mensuelle ou. C'est pas. C'est assez stationnaire là, comme série. On pourrait la tester si on ferait le test ADF. Mais visuellement, on peut quand même trouver 15 informations. Donc, plus ou moins de tendance, ni de saisonnalité, mais allons voir l'ACF. L'ACF, c'est la fonction d'autocorrélation.
OK. Donc là, ici, j'ai mes lags. Là, j'ai ma corrélation. Mon lag 0, il est à 1. Ça fait du sens. Puis ensuite, tranquillement, va descendre. Mais, puis après ça, autour de 10, il n'y a plus vraiment significatif. Un peu avant 10. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une légère tendance, mais ça diminue rapidement. Fait que c'est assez bien. Là. Ça doit être proche de stationnaire. Donc, si on n'avait pas rééchantillonné, on avait gardé ça aux 15 minutes, on aurait eu une série pas mal moins stationnaire. Il y aurait beaucoup plus de corrélation temporelle parce que la longueur de corrélation temporelle est, est assez grande. Donc, on parle ici, on voit que ça peut être une journée à peu près. Donc, si j'ai aux 15 minutes, ma fonction, là, les bâtons, ils auraient été vraiment hauts. Puis ils auraient diminué là, à peine. Et on aurait peut-être été ici. Là. Il aurait fallu que je regarde plus un lag 200-300 pour voir vraiment la diminution jusqu'à zéro. Donc, quand j'ai rééchantillonné aux 6 heures, ça a permis de diminuer l'autocorrélation temporelle dans mes données, puis d'avoir moins de tendance, d'être moins affecté par une tendance dans mon. Pas une tendance, excusez, mais d'être moins affecté par l'autocorrélation. Ça aurait fait un peu des données weird. Là. On va aller voir le PACF. Ça, c'est assez bien aussi. Là. On a quelques lags significatifs, mais rapidement, ça descend après à zéro. Donc, ça regarde bien pour notre AR. Donc là, ce que je veux faire, je veux, euh, je veux fitter un RIMA model. Donc, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de tendance, donc j'ai pas vraiment besoin du I. Mais, euh, il n'y a pas de auto-arma, tu sais. Il y a juste un RIMA. Mais vu qu'on le sait qu'on n'en a pas, on a juste à mettre euh, le paramètre du i, dans le fond, le d, on a juste à le mettre à 0 ou à none. Fait que là, lui, il va pas essayer d'intégrer, il va pas essayer de faire une différenciation d'ordre 1 pour la tendance. Donc, c'est comme si ça offrait un arma, en fait. Puis on utilise auto-arma, en fait, pour fitter nos ordres, donc nos paramètres P, D, Q. Donc, P pour les paramètres d'ordre du AR, du l'auto-aggressive, D pour le I, puis le Q pour le MA. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser l'AIC pour faire un stepwise pour trouver les meilleurs ordres possibles dans notre modèle. Donc on se souvient qu'un RIMA a trois paramètres, P, D et Q. Donc P est l'ordre d'un AR, D est l'ordre de différenciation pour la tendance, puis Q est l'ordre d'un MA. Si on ne veut pas d'intégration, quand on ne supporte pas de tendance, on met D à none ici. D, non excusez, D à none. Seasonal false, puis on veut trace puis stepwise à true. Là, il nous parle de P puis de D, puis on va voir qu'il nous parle aussi de Sarima dans le summary. C'est juste parce que ça a été codé avec le Sarima au complet. Sarimax en fait. Donc, mais nous, on va tout mettre les P, D puis Q majuscules qui est associé à un Sarima. On va tout mettre ça à zéro comme ça. On va juste faire un Arima. Donc, on envoie ça. Puis là, il nous affiche en fond son trace, là, tous les essais qu'il fait avec l'AIC puis le temps de calcul. Donc, t'es arrivé à un best model, un Arima 303. Donc, on voit que puis tout PDQ seasonal puis M pour un Sarima, tout est à zéro. Donc, essentiellement, ce qu'on a ici, c'est qu'on a un Arma. Donc, on a un Arma, un AR d'ordre 3 et un MA d'ordre 3 avec un I qui est à zéro, donc pas d'intégration. Donc, c'est un Arma en fait. Puis on a ici nos coefficients. Donc on a des coefficients positifs de lag 1, coefficients négatifs du lag 2. Puis on a nos p-values. Donc ils sont tous significatifs. Parfait. Donc on va aller voir aussi les graphiques de diagnostic. Qu'est-ce que ça donne? Donc on a nos résidus standardisés. Donc ça va osciller autour de 0 en fait. On veut que ça oscille autour de 0. Si c'est au-dessus, puis comme ça augmente, mais nos résidus sont pas bien organisés. On veut que nos résidus soient le plus proche de 0.
Ici, on veut que ça soit un histogramme qui soit près d'une loi normale, donc N0, donc de moyenne 0, puis de 1. Euh, donc c'est assez bien, là. C'est quand même proche de la loi normale. Puis ici, notre normale QQ, ben on veut que tous les points soient proches de la ligne, puis on voit que c'est comme pas super en tête de distribution, mais c'est pas super, on va faire avec. Puis notre corrélation, notre corrélogramme de nos résidus, ben tout est à zéro à part le 1, ce qui est normal. Donc, il n'y a pas vraiment de corrélation dans nos résidus. Puis je sais pas pourquoi il me met deux fois le même graphique là. Mais bon. Donc, je suis satisfait de mes résidus. Je peux donc utiliser mon modèle pour forecast. Donc, bon, c'est une grosse commande, là, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Ici, ce que je fais, j'obtiens la longueur de mon data frame de validation. Donc, j'ai combien de lag dans ma de validation. Puis, je vais dire, bon, ben, prédit tant de période, donc la longueur de ma validation. Puis, il retourne-moi aussi l'intervalle de confiance. Donc, il va me faire une liste avec mes prédictions, mes valeurs de prédiction, puis mes intervalles de confiance. Ensuite, je vais créer une série temporelle avec mes prédictions, puis mes séries, bon, mes intervalles de confiance. Ça va être pour les visualiser sur mon graphique. Puis ici, j'ai mon code pour mon graphique. Donc ici, je spécifie ma grosseur, puis ici, je mets mes différents intrants. Donc je vais dire, ok, mets-moi ma série temporelle d'entraînement, mets-moi ma série de validation avec mon label, mets-moi ma série de prédictions, avec je spécifie la couleur, puis je vais y mettre mon label. Puis ça, le label, c'est important quand je vais dire affiche la légende. Puis ici, je vais dire fill between. Donc, il va faire un, voyons, une espèce de polygone en arrière pour mon intervalle de confiance. Donc, tu lui donnes deux séries, puis il te crée comme au lieu de ça soit une ligne, il va te mettre un polygone en fait. Donc, c'est juste pour en arrière pour dire comme. Faut que ma série va se situer entre les deux. Là, c'est souvent, on demande dans les graphiques de séries temporelles, on va mettre l'intervalle de confiance. Puis je vais dire affiche-moi la légende, mets-moi un titre, puis bon, montre-moi le graphique. Ok, donc on voit ma série temporelle d'entraînement en bleu. En vert, j'ai ma série temporelle de prédiction. Puis en jaune, j'ai ma série temporelle réelle. Puis en gris, c'est mon intervalle de confiance. Puis on voit que, bon, il y a une tendance un peu au refroidissement. Puis il a quand même réussi à capter un peu une variation, mais pas. C'est pas écœurant. Ça ressemble un peu à ce qu'on a, mais c'est pas écœurant. Puis il a pas réussi à capter vraiment le refroidissement drastique. Euh, Ce qui est un peu normal parce que les changements brusques de température ici, dans cette série-là, sont considérés comme aléatoires. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de retenir de l'information pour les prédire parce que ça arrive brusquement, tu sais, puis c'est pas selon une période, puis le AR puis le MA, ils sont pas capables de capter ça. Donc, puis tranquillement, après ça, il va osciller vers sa moyenne, tu sais. Donc, on n'a pas non plus le réchauffement qu'on devrait avoir quand on est en mars parce que notre dataset ne comporte pas de réchauffement, notre dataset d'entraînement. T'sais, si j'aurais eu une saison complète l'année d'avant, il aurait compris qu'il y aurait eu le pattern saisonnier. T'sais. Là, il n'y en a pas. Donc, c'est un peu normal avec le dataset qu'on ait cette série-là. Puis on voit que les séries temporelles de température de l'air, c'est un peu plus difficile à voir. Donc la prochaine étape, c'est de mettre en graphique les résidus ou l'erreur de prédiction, puis de calculer notre RMSE puis notre MAPE. Donc RMSE, c'est Root Mean Square Error. Donc on l'a dit, ça va nous donner l'unité dans laquelle on essaie de prédire. Puis le MAP, le Mean Absolute Percentage Error, donc ça c'est une erreur en pourcentage. Donc mes résidus en fait, c'est mes prédictions moins ma validation, puis ici c'est mes calculs de MAP et d'RMSE. Puis ici, c'est mes graphiques. Là. Donc, on voit une map, on a de 40% d'erreurs en pourcentage de prédiction, ce qui n'est pas écœurant. Puis, un RMSE de 6 degrés d'incertitude. Ce qui est quand même gros. Là. C'est pas. Quand on considère notre étendue, là,
notre étendue est ici. C'est de moins 5 à moins 15. Puis on a la moitié, on a plus que la moitié d'erreurs. Ce qui est pas débile comme modèle. Mais justement, la température de l'air est relativement difficile à prévoir à cette fréquence, donc 6 heures. Si ça serait une température journalière qui est comme un peu plus smooth, il y a moins de changements brusques, ben ça serait peut-être notre modèle serait peut-être meilleur. Donc ça fait le tour un peu pour la température de l'air. Si on finit par le SWI, en fait, qui est un autre exemple, on va voir que il y a quelque chose de différent à faire dans notre modèle. Donc, si on fait les graphiques, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque des pics en fait. Jusqu'à 0, un pic, 0, un pic. Puis ça, en fait, c'est l'apparition du soleil à chaque jour. Ce qui fait du sens. La nuit, il n'y a pas de radiation. Le jour, il y en a. Donc, clairement, on a une période journalière, une saisonnalité journalière. Puis ça va rendre notre série aucunement stationnaire, mais on va l'utiliser pour prédire. Donc, on va l'utiliser à notre avantage pour rajouter un S à notre ARIMA, donc notre SARIMA, pour pouvoir l'utiliser en la prédiction. Donc, on va voir l'ACF, qu'est-ce que ça donne. Donc, on remarque qu'on a une corrélation à 1 avec 0, ce qui est normal. Ensuite, la deuxième corrélation, là, qui est à plus haut que 0.8, c'est vraiment une forte corrélation, qui est à un lag. C'est notre quatrième lag, en fait. Donc, on a des lags à une bonne corrélation à 4, 8, 12, 16 et 24. C'est quoi ça, ces lags-là? Donc, si on revient à notre série temporelle, nos données sont rééchantillonnées aux 6 heures. Donc, on a un lag qui correspond à 6 heures. Donc, notre lag 4, puis notre lag 8. Donc, commençons par le lag 4. Si un lag, c'est 6 heures, 4 fois 6, 24. Donc, le lag 4 correspond à une journée. Lag 8, 48 heures, 2 jours. Ce qui fait du sens. Là. Clairement, ça démontre qu'on a une saisonnalité journalière. On le voit dans le graphique. Puis là, notre ACF nous confirme qu'on a une saisonnalité journalière parce qu'on a une corrélation négative, positive, négative, qui oscille comme ça. Puis on la retrouve un peu dans notre PACF. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autofit de notre modèle SARIMA. Donc, on va utiliser la même fonction, donc AutoARIMA, mais on va mettre différents paramètres. Donc, pour l'intégrer, on utilise un modèle SARIMA qui se définit ici. Ce sera pas bien long. Donc, notre modèle SARIMA, il se définit. Notre modèle SARIMA il se définit comme ici. Donc, ARIMA PDQ. Donc, PDQ, c'est nos paramètres non saisonniers. Puis, fois PDQ majuscule, donc c'est nos paramètres saisonniers. Puis M, ce qui est super important comme paramètre, c'est le nombre de lags de notre période saisonnière. Donc, dans notre cas, on est donné aux 6 heures. Donc, un lag de 6, une période saisonnière de 24 heures. Donc, M, c'est 4 lags. Donc, M est égal à 4. Ça, c'est super important parce que M, ici, en fait, c'est notre fréquence. Puis, ce qu'il va faire, en fait, c'est à chaque lag de 4, il va faire une différenciation à chaque lag de 4. Puis, c'est à l'intérieur de ces périodes-là qu'il va faire un ARIMA. Donc, le 4, là, si on ne met pas le bon paramètre, on n'aura pas notre période de 24 heures. Donc, ce qu'on va changer, en fait, c'est... changer nos données. Ici. D, on va mettre none, parce qu'on n'a pas de tendance. M4, seasonal, on va mettre true. Start P, on va mettre 0. D, on va mettre à 1. On va forcer à 1 pour qu'il nous fasse une différenciation saisonnière d'ordre 1. Vu qu'on est sûr qu'il y a une saisonnalité, ben on le met à 1 pour être sûr qu'il commence. Puis on va mettre trace puis stepwise à true. Donc, là, il fait on a nos traces, là, on a nos différents modèles avec nos IC qui minimisent. Puis là, j'ai oublié de mettre
Small AutoFit. Moi je veux le summary. Donc, on a notre résultat de Sarima, donc on a nos paramètres ici, avec nos p-values. Je vais regarder ici, nos p-values qui sont relativement significatifs, sauf le L4 qui n'est pas significatif. Ah, mais ça, c'est notre moving average qui n'est pas significatif. Ok. Donc, bon, on va le laisser comme ça, vu que c'est un autofit, là, mais peut-être qu'il faudrait justement essayer d'enlever ce paramètre-là, là, parce que ça n'a pas super fonctionné. Ben, en fait, il n'est pas significatif, donc tellement il faudrait l'enlever. On va regarder nos graphiques de diagnostic. Donc, notre erreur résiduelle. Ah, j'ai même pas mis le bon. Yes. Ah. Donc, notre résidu standardisé. On voit que notre Instagram n'est pas super centré, mais c'est pas la fin du monde. C'est quand même centré, mais moins low. Notre normal QQ est quand même groupé sur notre ligne, mais c'est vraiment moins écœurant que l'autre. Probablement en fait parce qu'on a comme une petite tendance à la hausse. Puis c'est peut-être ça en fait là, qui est problématique. Donc il faudrait peut-être intégrer un. Il faudrait peut-être mettre un 1 à I. Il faudrait l'essayer. Mais bon, on va quand même continuer pour l'exercice. Donc je vais utiliser pour prédire la longueur de ma dataset. Là, je ne recommencerai pas, mais c'est exactement la même chose. Je vais juste changer la valeur. On va voir ce que ça donne. Le modèle est quand même bien. Là. Il y a quand même une petite tendance à la hausse. C'est probablement parce qu'il essaie d'aller chercher sa moyenne. Puis vraiment, on voit qu'on a capté là, la saisonnalité journalière, mais on n'est pas capable d'aller chercher nos pics là, qu'on a mesurés. Donc ensuite, on va aller voir notre RMSA puis notre map. Qu'est-ce que ça donne? Donc notre map, on a une erreur de 5%, ce qui est quand même bien, avec une RMSA de 40 watts par mètre carré, mais si on pense qu'on a de 0 à 300, c'est quand même pas si pire. Donc ici, en jaune, on voit nos valeurs mesurées, en bleu, c'est nos prédictions, donc vraiment, tu vois, on a vraiment bien cerné notre saisonnalité journalière. Par contre, on n'a pas nécessairement des fois les pics là, journaliers, mais tu sais, nos pics sont quand même sont fortement dépendants des nuages qui passent. Ça, c'est quand même, dans ce cas-ci, si on peut interpréter ça comme quelque chose qui est aléatoire. Donc, on voit que notre Sarima a vraiment mieux fonctionné avec les données radiation solaire que notre température de l'air parce que justement, toute la composante saisonnière, journalière, ben, c'est quand même plus facile à prédire. Donc, ça nous a permis justement de raffiner notre modèle puis que notre modèle soit meilleur en fait que notre température de l'air. Donc, vous pourrez essayer avec d'autres variables comme le snow depth ou l'infrarouge incident, puis ou d'autres variables qui se prêtent nécessaires à votre TP. Donc, j'espère que ça vous a bien montré en fait là, les différents. C'est sûr qu'il y a plusieurs traitements, analyses et modélisation, mais j'en ai montré quelques-uns. Puis ça a fait un bon lien avec ce qu'on avait vu comme théorie. Donc, là, idéalement, vous pourriez. Là, je vous ai montré une série que j'ai pour essayer avec l'épaisseur de neige. Puis idéalement, vous feriez l'opération avec vos données du TP2. Donc, vous pouvez commencer à vous pratiquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis au prochain cours, là, on va rentrer un peu plus dans. On va commencer à plus regarder vos données concrètement. Puis on va essayer de faire des modèles prédictifs pour votre TP2.